Après des mois de soirées entre filles, elle m'a demandé pourquoi j'étais distant. Je me prépare à ton départ, ai-je dit. Le lendemain, le cri de son père a résonné à travers son téléphone. Il a tout vendu. Puis sa voix est devenue d'un calme mortel. Maintenant, regarde qui a acheté. C'est à ce moment-là qu'elle a réalisé que le chimiste discret qu'elle avait ignoré avait eu 3 longueurs d'avance depuis le début. Je m'appelle Dane Carter. J'ai 42 ans et j'ai passé les 19 dernières années à construire 2 choses, un mariage et une entreprise. Il s'avère que j'étais meilleur pour l'une que pour l'autre. Je suis chimiste de profession, le genre de personne qui s'enthousiasme pour les chaînes de polymères et les substrats biodégradables. Il y a 15 ans, j'ai développé un matériau d'emballage qui pouvait se décomposer dans le sol en 90 jours. Mon beau-père, Richard Drummond, y a vu des signes de dollars. Il m'a fait entrer dans son entreprise de distribution, m'a donné un laboratoire et m'a dit de faire de la magie. C'est ce que j'ai fait. Les brevets portent mon nom. L'entreprise, Ecopack Solutions, est devenue d'une valeur de 43 millions d'euros grâce à mon travail. Mais Richard s'est assuré que tout le monde sache que c'était son entreprise. Et ma femme, Victoria, s'est assurée que tout le monde sache qu'elle était la vice-présidente du marketing qui avait vraiment tout orchestré. Ce matin a commencé comme la plupart des autres ces derniers temps. Je me suis réveillé à 5h30 pour préparer notre fils Dylan pour l'école. Il a 8 ans, adore les dinosaures et pense encore que sa mère a décroché la lune. J'ai noué ses baskets dans la cuisine pendant qu'il grignotait des céréales, parlant d'une sortie scolaire au muséum d'histoire naturelle. La porte d'entrée s'est ouverte à 6h19. Je n'ai pas levé les yeux. Je n'en avais pas besoin. L'odeur est arrivée la première. Du parfum, pas le sien. Quelque chose de moins cher, de plus sucré, comme le comptoir de la salle de bain de quelqu'un d'autre. Ses talons ont claqué sur le sol carrelé. Chaque pas était un battement de tambour d'une culpabilité qu'elle n'admettrait jamais. J'ai gardé les yeux sur les lacets de Dylan, les serrant fort, faisant le double nœud qu'il aimait. « Bonjour », a dit Victoria, sa voix trop enjouée, trop calculée. Elle a laissé tomber sa pochette sur le comptoir et a ouvert le réfrigérateur comme si c'était normal. Comme si les arrivées à 6h du matin faisaient simplement partie de la routine maintenant. La soirée entre filles a encore fini tard, ai-je demandé en me levant et en tendant la boîte à lunch de Dylan. Ma voix était plate, neutre. J'avais perfectionné ce ton au cours des 8 derniers mois. Elle ne m'a même pas regardé. Elle a juste attrapé une bouteille d'eau pétillante et a dévissé le bouchon. Tu sais comment est Laura quand elle traverse des moments difficiles. On n'a pas vu le temps passer. Laura, son excuse préférée. Ce qui est drôle avec Laura, c'est qu'elle a posté des stories sur Instagram hier soir depuis sa maison au bord du lac à 200 miles d'ici. Horodaté. Mais je n'ai rien dit. J'ai juste regardé Victoria passer ses doigts dans ses cheveux, toujours coiffée de l'endroit où elle avait réellement été. Dylan a attrapé son sac à dos et a embrassé sa mère sur la joue. Au revoir, maman. Je t'aime. Je t'aime aussi, mon chéri, a-t-elle dit, et pendant une seconde, son masque est tombé. Elle avait l'air fatiguée. Pas coupable, juste fatiguée de faire semblant. Après avoir déposé Dylan à l'école, je suis resté assis dans mon camion sur le parking pendant 10 minutes. Mon téléphone a vibré. Un message de mon avocat. Document prêt à être examiné. Appelle quand tu peux. J'ai fixé ce message, puis j'ai regardé la photo sur mon tableau de bord. Victoria et moi, il y a 10 ans, à la plage. Elle riait, la tête renversée en arrière, mon bras autour de ses épaules. Nous avions l'air heureux. Peut-être que nous l'étions. Ou peut-être que je ne voyais pas encore les fissures. Ce soir-là, Victoria est rentrée à une heure normale pour une fois. Elle a préparé des pâtes, versé du vin et a demandé à Dylan comment s'était passée sa journée. Elle était douée pour cette partie, la performance. Quand Dylan est allé dans sa chambre pour jouer, elle s'est tournée vers moi. « Pourquoi as-tu été si froid ces derniers temps ?» a-t-elle demandé en faisant tourner son vin. « Tu me parles à peine. » Je l'ai regardé de l'autre côté de l'îlot de cuisine. Je l'ai vraiment regardé. Elle avait changé de coiffure, perdu du poids, commencé à porter des lentilles de contact au lieu de lunettes. De petites choses, des choses qu'elle pensait probablement que je ne remarquerais pas. Je me prépare, c'est tout, ai-je dit doucement.
Elle a froncé les sourcils. Te préparer à quoi? J'ai croisé son regard et je l'ai tenu. À ton départ. Son visage s'est figé juste une seconde. Quelque chose comme de la panique l'a traversé. Puis elle a ri, un rire sec et cassant. Mon Dieu, Dane, tu es si dramatique. Je ne vais nulle part. Je n'ai pas répondu. J'ai juste pris mon café et je suis allé dans mon bureau, la laissant là avec son vin et ses mensonges. Elle ne le savait pas encore, mais j'avais déjà commencé à démanteler tout ce qu'elle croyait être à elle. L'entreprise, la maison, l'avenir qu'elle planifiait avec Blake Hendricks, son directeur des ventes, et l'homme dont je sentais le parfum sur elle depuis des mois. Elle pensait que j'étais juste le chimiste discret qui restait dans son laboratoire et laissait les autres diriger le spectacle. Elle avait tort. Et bientôt, elle comprendrait exactement à quel point elle avait eu tort. Le truc avec la trahison, c'est que ce n'est jamais une seule chose. Ce sont des couches. Comme peler un oignon. Sauf que chaque couche brûle plus que la précédente. J'ai découvert la première couche il y a 3 mois. La deuxième couche est arrivée mardi dernier. J'ai examiné nos finances, non pas parce que je suis contrôlant, mais parce que je suis méthodique. Chaque mois, j'examine nos comptes, nos investissements, nos économies. C'est ce que l'on fait quand on construit quelque chose à partir de rien. On fait attention. On ne suppose pas que tout va bien simplement parce que les lumières sont encore allumées. Notre compte épargne commun, celui que nous avions constitué pour les études de Dylan et notre avenir, affichait un solde de 847 €. Il aurait dû afficher 319 212 €. J'ai fixé ce chiffre pendant une minute entière, pensant que je m'étais peut-être connecté au mauvais compte. Ce n'était pas le cas. J'ai consulté l'historique des transactions. Des virements, des dizaines, assez petits pour ne pas déclencher d'alerte. 5 000 par-ci, 8 000 par-là, répartis sur 14 mois, tous vers un compte que je ne reconnaissais pas. J'ai fait ce que tout chimiste ferait. J'ai retracé le composé jusqu'à sa source. Le compte bénéficiaire appartenait à une LLC enregistrée dans le Delaware. Blake Hendricks, propriétaire unique. Ma femme avait détourné nos économies, l'argent que j'avais gagné, l'argent que nous avions économisé ensemble, vers le compte professionnel de son amant. 318 000 € envolés. Je suis resté assis dans mon bureau cette nuit-là. Les relevés bancaires étalés sur mon bureau comme des preuves sur une scène de crime. Victoria était à l'étage, probablement en train d'envoyer des textos à Blake au sujet de leur prochaine réunion d'affaires. Dylan dormait, rêvant de ce que rêvent les enfants de 8 ans, et je réalisais que la femme que j'avais épousée ne m'avait pas seulement trahi. Elle m'avait volé. Mais ce n'était même pas le pire. Le pire est arrivé quand j'ai vérifié le titre de propriété de notre maison. La maison que j'avais achetée il y a 7 ans avec l'argent de mon premier achat de brevet. 420 000 € payés en totalité. Pas d'hypothèque. Mon nom aurait dû figurer sur ce titre. Il n'y figurait pas. Patricia Drummond, ma belle-mère, c'est son nom qui était sur le titre. Je me souviens maintenant que Victoria m'avait convaincu que c'était logique pour des raisons fiscales. L'expert comptable de sa mère l'avait suggéré. Quelque chose à voir avec la planification successorale et les plus-values. Je lui ai fait confiance. Pourquoi ne l'aurais-je pas fait? C'était ma femme. Maintenant, je comprenais. La maison n'était pas à moi. Légalement, je payais les impôts fonciers et l'assurance sur une maison appartenant à ma belle-mère depuis 7 ans. Si nous divorcions, je repartirais sans rien. Cela avait été leur plan depuis le début. J'ai appelé mon avocat, Andrew Vance, à 23 h. Il a répondu à la 3e sonnerie. Dane, qu'est-ce qui ne va pas? Je lui ai tout raconté. Le compte vide, le titre de propriété, les mois de virement. Quand j'ai eu fini, il y a eu un silence à l'autre bout du fil. Jésus, a finalement dit Andrew. C'est de la fraude financière, peut-être de la fraude électronique, selon la façon dont elle a déplacé l'argent. Tu veux porter plainte? Pas encore, ai-je dit. Je veux que tout soit documenté d'abord. Chaque transaction, chaque virement, chaque mensonge. Peux-tu faire ça? Déjà dessus. Et Dane, pour cette histoire de maison. On peut se battre. Tu as les preuves de paiement. 7 ans de documents fiscaux, de paiement d'assurance, de factures d'entretien.
Aucun juge ne laissera sa mère garder une maison que tu as payée. Bien. Commence la paperasse. Discrètement. J'ai raccroché et j'ai regardé la photographie sur mon bureau. Le jour de notre mariage. Victoria en blanc, souriant à l'appareil photo comme si elle avait gagné au loto. Peut-être qu'elle pensait l'avoir fait. Épouser le type intelligent. Le saigner à blanc. L'échanger contre le type charmant. Sauf qu'elle avait oublié une chose. Les types intelligents remarquent les schémas. Et j'avais remarqué les siens. Le lendemain matin, Victoria est partie tôt pour un petit déjeuner avec un client. J'ai attendu que sa voiture disparaisse au bout de la rue, puis je suis allé dans son bureau. Elle y gardait des dossiers personnels qu'elle pensait que je ne regardais jamais. J'ai trouvé ce dont j'avais besoin dans le tiroir du bas. Des relevés bancaires d'un compte dont j'ignorais l'existence. Des dossiers médicaux. Un reçu d'une clinique de Scottsdale, daté d'il y a 3 ans. La procédure était répertoriée comme interruption volontaire. Il y a 3 ans, nous essayions d'avoir un deuxième enfant. Elle m'avait dit qu'elle avait fait une fausse couche. Je l'ai tenue dans mes bras pendant qu'elle pleurait. Je lui ai apporté de la soupe. Je lui ai dit que nous essaierions à nouveau quand elle serait prête. Elle m'avait regardé dans les yeux et m'avait remercié d'être si compréhensif. C'était un mensonge. Elle n'avait pas fait de fausse couche. Elle avait choisi de mettre fin à une grossesse. Et d'après les dates, d'après le moment où Blake a commencé à travailler pour nous, j'avais une assez bonne idée de qui était le père de cet enfant. Elle avait tué son bébé pour préserver les apparences de notre mariage, pour garder l'accès à mes brevets, à mon travail, à mon argent. J'ai remis les papiers exactement où je les avais trouvés. Mes mains étaient stables. Cela m'a surpris. Je pensais que je tremblerais. Au lieu de cela, je me sentais froid, clair, concentré. Ce soir-là, Dylan m'a demandé de l'aider avec son projet de science. Nous avons construit un volcan dans le jardin, en mélangeant du bicarbonate de soude et du vinaigre, en le regardant entrer en éruption. Il a ri, applaudi et m'a serré dans ses bras quand ça a fonctionné. « Papa, tu es la personne la plus intelligente que je connaisse », a-t-il dit. J'ai baissé les yeux vers lui, vers ses yeux brillants et son sourire aux dents écartées, et j'ai pensé au test ADN que j'avais programmé pour la semaine prochaine. Celui que son pédiatre avait ordonné après que Dylan se soit effondré pendant un entraînement de football le mois dernier. Il devait vérifier la présence de troubles sanguins génétiques. Ils avaient besoin de tester les 2 parents. Je savais déjà ce que ce test montrerait. Je le savais depuis un certain temps, au fond de moi. La façon dont Dylan ne me ressemblait en rien. La façon dont Victoria avait tant insisté pour que nous ayons un bébé juste après que Blake ait rejoint l'entreprise il y a 9 ans. Le timing de tout. Mais j'avais besoin de preuves. Pour le tribunal, pour la garde, pour le moment où elle réaliserait que je n'avais pas seulement été silencieux. Je m'étais préparé. Dylan s'est effondré pendant la récréation un jeudi. L'école m'a appelé en premier, pas Victoria. J'étais au laboratoire quand mon téléphone a sonné. La voix du directeur, tendue par une panique contenue. « Monsieur Carter, Dylan s'est évanoui sur le terrain de jeu. Les ambulanciers l'emmènent à Saint-Michel. Vous devriez les y retrouver. » Je suis arrivé à l'hôpital en 12 minutes. Victoria est arrivée 40 minutes plus tard, le mascara coulé, le parfum de Blake s'accrochant encore à son chemisier. Elle s'est précipitée dans la salle d'attente comme si elle avait été morte d'inquiétude. Mais j'avais déjà vérifié sa position sur localiser mes amis. Elle avait été au Marriott du centre-ville. Chambre 412, la même chambre qu'elle visitait tous les mardis et jeudis après-midi. « Que s'est-il passé ?» a-t-elle demandé en me saisissant le bras. « Est-ce qu'il va bien ?»« Ils font des tests », ai-je dit en me dégageant de son contact. « Ils pensent que c'est peut-être un trouble sanguin. » Le docteur Phillips est sorti 20 minutes plus tard. Dylan était stable, mais il devait effectuer des analyses génétiques. Les 2 parents devaient être testés pour identifier les conditions héréditaires potentielles. C'est le protocole standard, a expliqué le docteur Phillips en nous tendant les formulaires de consentement. Nous devons cartographier les marqueurs génétiques de vous 2 pour cerner le problème. Victoria a signé sans lire. J'ai signé en sachant exactement ce que ce test révélerait. Les résultats sont revenus 6 jours plus tard. Le docteur Phillips m'a appelé seul dans son bureau.
Victoria était à un autre dîner client. Le médecin a fait glisser un dossier sur son bureau, son expression soigneusement neutre. Monsieur Carter, je dois vous informer de quelque chose que les tests génétiques ont révélé. Il a fait une pause. Dylan ne partage pas de marqueurs génétiques avec vous. Vous n'êtes pas son père biologique. Je n'ai pas réagi, je n'ai pas scié, j'ai juste hoché la tête comme s'il avait confirmé les prévisions météorologiques. Je m'en doutais, ai-je dit doucement. Le docteur Phillips a semblé soulagé de ne pas avoir à gérer mon effondrement émotionnel. La bonne nouvelle est que l'état de Dylan est gérable. C'est un déficit en facteur de coagulation traitable avec des médicaments. Mais étant donné la révélation sur la paternité, vous devez savoir que vous avez des options légales concernant. Je veux toute la documentation, les jeux interrompus. Chaque résultat de test, chaque rapport génétique, scellé et envoyé à mon avocat. Bien sûr. Je me suis levé, je lui ai serré la main et je suis sorti de ce bureau avec les munitions que je savais arriver. Dylan n'était pas mon fils. 8 ans d'histoire avant de dormir, d'entraînement de football, d'aide aux devoirs, de lui apprendre à faire du vélo. Tout cela construit sur le mensonge de Victoria. Mais voici ce qu'elle ne comprenait pas. La biologie ne détermine pas l'amour. J'avais élevé ce garçon. J'avais été son père quand cela comptait. Mais dans une salle d'audience, la biologie comptait. Et ce test ADN allait lui coûter tout. Ce soir-là, j'ai préparé à Dylan son dîner préféré. Des spaghettis avec la sauce qu'il aimait. Du pain à l'ail, du lait au chocolat. Nous avons mangé ensemble pendant que Victoria était Dieu sait où avec Blake. Dylan m'a parlé de la fête d'anniversaire de son ami, du projet de foire scientifique qu'il voulait faire. « Papa, on peut construire un robot ?» a-t-il demandé, les yeux brillants d'excitation. « Bien sûr, mon grand. On commencera ce week-end. » Il m'a serré dans ses bras avant de se coucher, ses petits bras noués autour de mon cou. « Je t'aime, papa. »« Je t'aime aussi, gamin, ai-je dit, et je le pensais. » Quoi que Victoria ait fait, quels que soient les mensonges qu'elle ait racontés, Dylan était innocent. Et je le protégerai des retombées de ses choix. Mais j'utiliserai aussi ses résultats de test pour m'assurer qu'elle ne me le prendrait jamais. Je n'étais pas son père biologique, mais j'étais le seul vrai parent qu'il ait jamais connu. N'importe quel juge verrait cela, surtout en voyant les preuves de l'adultère de Victoria, de sa fraude, de ses mensonges. Je suis allé dans mon bureau après que Dylan se soit endormi et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Les documents de l'entreprise étaient prêts. Demain matin à 9 h, la vente d'Ecopac Solutions à Frost Industries serait finalisée. Nathan Frost, le concurrent que Richard Drummond avait publiquement humilié il y a 2 ans, posséderait tout. Et Victoria, qui pensait que son titre de vice-présidente était intouchable, découvrirait à quel point elle était vraiment jetable. J'ai regardé la boussole sur mon bureau, celle que Victoria m'avait offerte lors de notre lune de miel, en plaisantant sur le fait que j'avais besoin de retrouver mon chemin vers elle. Je l'ai prise, sentant son poids. Demain, je la lui renverrai par la poste avec un mot. C'est toi qui t'es perdu. J'ai toujours su où j'allais. Elle. Aiguille pointée vers le nord. Stable, vrai, inébranlable. Tout comme ma résolution. La paperasse a été validée à 9 h 03 un mercredi matin. À 9 h 15, chaque employé d'Ecopac Solutions a reçu un email avec pour objet « Avis de transition de l'entreprise ». J'étais dans mon laboratoire quand c'est arrivé, faisant semblant d'examiner des échantillons de polymère pendant que mon téléphone vibrait de messages confus de mes collègues. Victoria était dans son bureau, probablement en train de faire défiler Instagram ou d'envoyer des textos à Blake. Elle n'a vérifié ses emails qu'à 9 h 47. Je le sais parce que j'ai entendu le cri depuis 2 étages plus bas. Elle a d'abord essayé de m'appeler. Je n'ai pas répondu. Puis elle a essayé d'appeler son père 3 fois. Il n'a pas décroché. À 10 h 15, elle était sur le parking, le téléphone collé à l'oreille, faisant les 100 pas comme un animal en cage. Richard l'a finalement rappelé à 10 h 22. Je le sais parce que je me dirigeais vers mon camion et j'ai tout entendu. Elle l'avait mis sur haut-parleur, probablement trop paniquée pour se soucier de qui pourrait l'entendre. Papa, sa voix était stridente, désespérée. Tu as vu l'email? Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Je suis en train de le regarder. La voix de Richard était tendue, contrôlée, mais je pouvais entendre le tremblement en dessous.
Ça n'a aucun sens. Dane n'a pas l'autorité pour. Il a vendu l'entreprise, a hurlé Victoria. Il a vendu notre entreprise à Frost Industries. Il ne peut pas faire ça. Il y a eu une pause, une longue pause. Je pouvais presque voir le visage de Richard Drummond pâlir alors qu'il consultait les accords d'actionnaires, la documentation sur les droits de vote. Le tableau de capitalisation qu'il n'avait pas regardé depuis des années. « Oh mon Dieu !» a murmuré Richard. « Quoi ? Papa, qu'est-ce que c'est ?» Sa voix, quand elle est revenue, était creuse. Morte. Il le peut. La participation majoritaire. Je la lui ai donnée en 2018 pour ce pré-relais. C'était censé être temporaire. Nous devions restructurer après l'expansion, mais nous ne l'avons jamais fait. Il s'est interrompu. Le souffle de Victoria s'est coupé. Non. Non, ce n'est pas possible. Tu as dit que nous contrôlions l'entreprise. Tu as dit. J'avais tort, la voix de Richard s'est brisée. Une véritable émotion de la part d'un homme que je n'avais jamais vu montrer de faiblesse. Il a tout vendu, Victoria. Les brevets sont à son nom. Il les a concédés sous licence à l'entreprise, mais il les possède. Sans Dane, nous n'avons rien. Et maintenant, Frost a tout. Il ne peut pas juste, a commencé Victoria, mais son père l'a coupé. Aussi, il le peut, a dit Richard, sa voix tombant à un murmure à peine audible. Et tu dois voir à qui il l'a vendu. La ligne est devenue silencieuse. Victoria est restée là, le téléphone dans sa main tremblante, fixant le vide. Puis elle m'a vu, debout près de mon camion, à 30 pieds de là, assez près pour avoir tout entendu. Nos regards se sont croisés. Les siens étaient sauvages, désespérés, cherchant une explication qui donnerait un sens à tout cela. Les miens étaient calmes, vides, finaux. Dane, a-t-elle soufflé en commençant à s'avancer vers moi. Dane, qu'as-tu fait? Je suis monté dans mon camion, j'ai démarré le moteur et je suis parti. Dans mon rétroviseur, je la regardais, debout sur le parking, devenant de plus en plus petite. Insignifiante. Exactement ce qu'elle m'avait fait ressentir pendant des mois. Mon téléphone a vibré. Un message de Nathan Frost. Réunion à 14 h. Salle de conférence. Ne sois pas en retard. Je n'assistais pas seulement à cette réunion. Je la dirigeais en tant que partenaire principal de Frost Industries, mon nouveau titre. Le poste que Nathan et moi avions négocié pendant 3 mois de réunions secrètes. Je gardais mes brevets, obtenais une participation de 30% dans une entreprise fusionnée et un salaire qui faisait passer mon ancien pour de l'argent de poche. Victoria ne gardait rien. Son titre de vice-présidente, disparu. Son bureau, réaffecté. Son amant, Blake Hendricks, Nathan avait déjà préparé ses papiers de licenciement. Effet immédiat. Richard Drummond, l'homme qui m'avait qualifié des utiles mais sans imagination lors d'une réunion du conseil d'administration l'année dernière. Il venait de perdre l'entreprise qu'il avait mis 40 ans à construire. Au profit du concurrent qu'il avait raillé, grâce au gendre qu'il avait sous-estimé. J'ai conduit jusqu'au bureau de mon avocat. Andrew avait les papiers du divorce prêts. Adultère, fraude, mauvaise conduite financière et les résultats du test ADN scellés dans une enveloppe marquée pièce A. Tu es sûr de ça, a demandé Andrew en faisant glisser le dossier sur son bureau. Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit de ma vie. Elle va se battre, surtout pour Dylan. Qu'elle le fasse. J'ai croisé son regard. J'ai la documentation de tout. La liaison, l'argent, les mensonges. Et j'ai 8 ans à avoir été son seul vrai parent. Qu'a-t-elle? Andrew a souri. Un sourire mince et acéré. Rien. Absolument rien. J'ai signé les papiers, je les lui ai rendus et je suis sorti sous le soleil de l'après-midi, me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des années. Le poids de faire semblant, d'ignorer, de jouer l'idiot était parti. Victoria pensait qu'elle jouait aux échecs. Elle n'avait pas réalisé que j'avais déjà renversé l'échiquier. La réunion de tout le personnel était prévue pour 14 h. Nathan Frost ne croyait pas à l'adoucissement du changement pour les gens. Il croyait en la clarté, rapide, chirurgicale, indéniable. Je suis arrivé à 13 h 45. La salle de conférence se remplissait déjà d'employés nerveux,
des gens avec qui j'avais travaillé pendant des années. Ils me regardaient différemment maintenant, certains avec confusion, d'autres avec quelque chose comme du respect. Eux aussi avaient sous-estimé le chimiste discret. Victoria est entrée à 13h58, Blake la suivant comme un chiot perdu. Elle a essayé de se ressaisir, maquillage frais, cheveux lissés, mais je pouvais voir les fissures, le tremblement de ses mains, la façon dont ses yeux parcouraient la pièce, cherchant des alliés qui avaient cessé de répondre à ses appels. Nathan est entré à 14h précises. Grand, en costume impeccable, portant une présence qui remplissait la pièce. Il n'a pas utilisé de microphone. Il n'en avait pas besoin. Bonjour. Je suis Nathan Frost, votre nouveau PDG. Passons les amabilités et allons à l'essentiel. Elle a cliqué sur la première diapositive. Avec effet immédiat, Ecopack Solutions est désormais une filiale de Frost Industries. Certains postes seront conservés, d'autres non. La diapositive suivante est apparue. Une liste de noms sous restructuration organisationnelle. Victoria Carter, vice-présidente du marketing, poste éliminé. Blake Hendricks, directeur des ventes, licencié pour faute grave. Richard Drummond, conseiller du conseil d'administration, contrat non renouvelé. Le visage de Victoria est devenu blanc. Blake s'est même levé comme s'il allait protester. Les yeux de Nathan se sont tournés vers lui. Monsieur Hendricks, la sécurité vous escortera à la sortie après cette réunion. Vos cartes de crédit d'entreprise ont été désactivées. Votre accès, révoqué. Nous avons identifié d'importantes irrégularités dans les dépenses liées à votre département. Vous aurez des nouvelles de nos avocats. Blake s'est assis lourdement. La pièce était silencieuse, à l'exception du bourdonnement du projecteur. Nathan a continué. Maintenant, discutons des raisons pour lesquelles cette transition était nécessaire. Une autre diapositive. Des captures d'écran de notes de frais. Frais d'hôtel. Restaurant. Tous facturés à l'entreprise. Tous liés à la carte d'entreprise de Blake. Certains avec la signature d'autorisation de Victoria. Ressources de l'entreprise utilisées à des fins personnelles. Littéralement. La voix de Nathan était glaciale. Ce n'est pas seulement un mauvais jugement. C'est de la fraude. Quelqu'un a halté. Victoria fixait l'écran comme si elle pouvait le faire disparaître par la force de sa volonté. La diapositive suivante montrait des photos avant et après. Victoria il y a 5 ans et le mois dernier. La différence était frappante. Dépenses médicales facturées à l'assurance de l'entreprise, a déclaré Nathan. 47 000 € en procédure cosmétique codée comme traitement pour un accident du travail au point. Il a fait une pause. Il n'y a pas eu d'accident du travail. Juste de la vanité et du vol. Victoria s'est levée d'un bond. C'est une chasse aux sorcières. Vous ne pouvez pas. Je le peux, l'interrompit calmement Nathan. Elle m'a regardé alors, m'a vraiment regardé. Cherchant l'homme qui avait l'habitude de la défendre, de la protéger, de l'aimer. Cet homme était parti. J'ai croisé son regard et je n'ai rien dit. Parfois, le silence est plus tranchant que les mots. Cette réunion est levée, a déclaré Nathan. Ceux dont les postes sont éliminés recevront les documents finaux d'ici la fin de la journée. Pour tous les autres, bienvenue chez le nouveau Ecopack. Victoria s'est précipitée dehors, Blake la suivant. Dans le couloir, je l'ai entendu pleurer. De vraies larmes. Pas pour notre mariage. Pas pour ce qu'elle avait détruit. Pour ce qu'elle avait perdu. Je suis resté derrière pendant que les gens sortaient. Nathan s'est approché, me tendant la main. Beau travail, Dane. Tes brevets vont révolutionner notre division d'emballage durable. Je faisais juste ce qui devait être fait. Ta femme ne l'a pas vu venir. Elle a cessé de faire attention il y a des années, ai-je dit. C'était son erreur. Nathan a souri. Leur perte. Notre gain. Je suis allé à mon nouveau bureau. 3 étages plus haut. Vue d'angle. 2 fois la taille de mon ancien laboratoire. Mon nom déjà sur la porte. Dr Dane Carter, partenaire principal, recherche et développement. Sur mon bureau se trouvait un paquet. Je savais ce que c'était avant de l'ouvrir. La boussole.
Retour à l'expéditeur. L'écriture de Victoria sur la note à l'intérieur. S'il te plaît, nous devons parler. Je l'ai jeté à la poubelle. Nous n'avions plus rien à nous dire. La seule conversation que nous aurions maintenant se ferait par avocats interposés, et j'avais déjà gagné cette conversation avant qu'elle ne commence. Victoria a tout essayé. D'abord, elle s'est présentée à mon appartement. J'avais déménagé il y a 2 semaines. Je ne lui avais pas dit où. Elle l'a découvert quand même, a probablement appelé toutes les sociétés de gestion immobilière de la ville. Je n'ai pas ouvert la porte, j'ai juste regardé par le Judas pendant qu'elle frappait, appelé mon nom, et a finalement glissé une note sous la porte. Je l'ai laissée là pendant 3 heures avant de la lire. Dane, s'il te plaît. Laisse-moi t'expliquer. Ce n'est pas ce que tu penses. Nous pouvons arranger ça. Pour le bien de Dylan. Pour le bien de Dylan. Comme si elle avait jamais pensé à son bien. Quand elle était dans des chambres d'hôtel avec Blake, quand elle vidait nos comptes, quand elle mettait fin à des grossesses en les qualifiant de fausses couches. J'ai jeté la note et j'ai appelé mon avocat. Andrew, elle essaie de me contacter. Qu'est-ce que je fais? Rien. Ne réponds pas. N'engage pas la conversation. Laisse-moi gérer. Il a fait une pause. Les papiers du divorce lui seront signifiés demain. Elle aura sa chance de répondre au tribunal. Le lendemain soir, mon téléphone a sonné. Patricia, la mère de Victoria. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté. Dane. Sa voix était sèche. Professionnelle. Nous devons parler. De ce gâchis que ma fille a fait. Et de ce que tu veux. Je me suis adossé à ma chaise. Ce que je veux? Tu as vendu l'entreprise. Très bien. Tu as humilié Richard. Je comprends. Mais Victoria est toujours ma fille et Dylan est toujours mon petit-fils. Que faudra-t-il pour régler ça? Discrètement. Discrètement. J'ai ri. J'ai vraiment ri. Patricia, votre fille a commis une fraude. Elle a volé 300 000 € de notre compte commun. Elle a facturé des opérations de chirurgie esthétique à l'assurance de l'entreprise. Elle a une liaison depuis 9 mois. Il n'y a rien de discret dans tout ça. Tout le monde fait des erreurs. Les erreurs sont des accidents. C'était délibéré, calculé, continu. Silence de son côté, puis plus bas. Et Dylan? Quoi, Dylan? Le test ADN. Je suis au courant. Sa voix affaiblie. Tu vas l'utiliser, n'est-ce pas? À l'audience pour la garde. Je vais présenter des faits. Le tribunal décidera de ce qui est pertinent. Dane, s'il te plaît. Il pense que tu es son père. Je suis son père. De toutes les manières qui comptent. Mais Victoria a essayé de me piéger avec un mensonge. Ça aussi, ça compte. Patricia a pris une inspiration tremblante. Si je témoigne au sujet de la maison, sur la façon dont Richard t'a convaincu de la mettre à mon nom, est-ce que ça aiderait ton cas? Je me suis redressé. Qu'est-ce que vous dites? Je dis que ma fille a fait ses choix, mais je ne la laisserai pas entraîner tout le monde dans sa chute. Cette maison devrait être à toi. Tu l'as payée. Je signerai tous les documents dont ton avocat a besoin. Pourquoi feriez-vous ça? Parce que contrairement à ma fille, je sais quand limiter les pertes. Sa voix s'est durcie. Et parce que l'orgueil de Richard a détruit une entreprise de 40 ans. Je ne laisserai pas l'égoïsme de Victoria détruire ce qui reste de l'intégrité de cette famille. Elle a raccroché. Je suis resté assis là, le téléphone à la main, en train de digérer ce qui venait de se passer. Ma belle-mère venait de proposer de trahir sa propre fille. Pas par loyauté envers moi, mais pour limiter les dégâts. Mais je prenais. La maison valait 420 000 €. Avec le témoignage de Patricia, je l'obtiendrai. Ajoutez cela aux accusations de fraude, à la documentation sur la liaison et aux preuves ADN, et Victoria aurait de la chance d'obtenir des visites supervisées. 2 jours plus tard, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Contre mon meilleur jugement, j'ai répondu. Dane Carter. Voix d'homme. Inconnu. Qui demande? Blake Hendricks. Ne raccroche pas,
s'il te plaît. Chaque instinct me disait de couper la communication, mais j'ai attendu. Que veux-tu, Blake? Te dire la vérité. Sur Victoria. Surtout. Il avait l'air anéanti. Brisé. Elle m'a menti aussi. M'a dit que vous étiez séparés. Que le divorce était déjà engagé. Qu'elle attendait juste que la paperasse soit finalisée. Et tu l'as cru. Je voulais la croire. Elle était convaincante. Il a ri amèrement. Mais ça n'a plus d'importance maintenant. J'appelle parce que tu devrais savoir quelque chose sur l'argent qu'elle a pris de votre compte. Je sais déjà. 318 000 €. Ce n'était pas pour moi. Enfin, une partie l'était, les chambres d'hôtel, les voyages, mais la plupart. Elle le déplaçait à l'étranger, créant des comptes aux îles Caïmans. Elle prévoyait de partir. De nous quitter tous les deux. Mon sang s'est glacé. Quoi? Elle avait tout planifié. Dans 6 mois, elle allait demander le divorce. Prétendre que tu étais violent. Obtenir la garde d'urgence de Dylan et disparaître. Les comptes offshore étaient son fonds d'évasion. Tu as des preuves de ça. Relevé bancaire, email. Elle gardait tout sur son ordinateur portable. Je peux te les faire parvenir. Pourquoi me dis-tu ça? Sa voix s'est brisée. Parce qu'elle m'a utilisé. Elle t'a utilisé. Elle a utilisé tout le monde. Et j'en ai fini d'être son complice. Quoi qu'il m'arrive, je le mérite. Mais tu mérites de savoir ce qu'elle est vraiment. Il a raccroché. 20 minutes plus tard, mon email a sonné. Des fichiers, des dizaines. Des relevés bancaires montrant des virements vers des comptes au Caïmans. Des emails entre Victoria et un avocat spécialisé en immigration au Panama. Des recherches d'écoles internationales. Elle ne prévoyait pas seulement de me quitter. Elle prévoyait de prendre Dylan et de disparaître. J'ai tout transféré à Andrew avec une seule ligne. Ajoute ça au dossier. Sa réponse est arrivée en quelques secondes. Ceci vient de devenir une affaire criminelle. J'appelle le FBI. Victoria pensait qu'elle se jouait de moi. Elle n'avait pas réalisé qu'elle s'était jouée d'elle-même depuis le début. L'école de Dylan a appelé un mercredi. La voix de la directrice était soigneusement neutre. Le genre de ton que les gens utilisent quand ils essaient de ne pas prendre parti. Monsieur Carter, nous devons discuter d'un incident impliquant Dylan. Mon estomac s'est noué. Non, rien de tel. Mais il y a eu une altercation pendant le déjeuner. Certains enfants disaient des choses sur la situation entre vous et Madame Carter. Elle a fait une pause. Dylan s'est battu, pour vous défendre. J'ai fermé les yeux. J'arrive dans 15 minutes. Le bureau de la directrice sentait le vieux café et l'anxiété. Dylan était assis sur une chaise à l'extérieur, les articulations éraflées, les yeux rouges d'avoir pleuré. Quand il m'a vu, il a couru et a enfoui son visage dans ma chemise. Papa, je suis désolé. Je ne voulais pas le frapper, mais il a dit que tu étais un voleur. Et que maman a dit. Ce n'est pas grave. Je me suis agenouillé, tenant ses épaules. Qu'est-ce qu'il a dit exactement? Que tu as volé l'entreprise de maman. Que tu es une mauvaise personne. Que maman pleure tout le temps à cause de ce que tu as fait. Sa voix s'est brisée. Mais ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Tu n'as rien fait de mal. La directrice s'est raclé la gorge. Monsieur Carter, peut-être devrions-nous parler en privé. J'ai regardé Dylan. Mon grand, attends ici une minute, d'accord? Dans son bureau, la directrice Anderson a fermé la porte. Je suis au courant de la procédure de divorce et je sais que plusieurs autres parents ont des enfants dans le groupe de la Junior League de Victoria. Elle a croisé les mains sur son bureau. Malheureusement, Madame Carter a été très explicite sur sa version des faits. Les enfants entendent des choses lors des goûters, des matchs de football. Cela crée un environnement hostile pour Dylan. Que suggérez-vous? Que peut-être un nouveau départ serait préférable pour le bien de Dylan. J'ai compris ce qu'elle ne disait pas. Les amis de Victoria dirigeaient le comité des parents. Elles faisaient des dons à l'école. Elles organisaient des collectes de fonds. Et elles avaient décidé que j'étais le méchant parce que Victoria leur avait dit que je l'étais.
Je vais le transférer, ai-je dit doucement. Avez-vous des recommandations? Elle a fait glisser un dossier sur le bureau. 3 écoles en dehors de ce district. D'excellents programmes. Aucun chevauchement avec vos cercles sociaux actuels. Traduction, des endroits où le poison de Victoria ne s'était pas encore propagé. Ce soir-là, j'ai assis Dylan et lui ai expliqué que nous allions changer d'école. Il l'a mieux pris que ce à quoi je m'attendais. Est-ce que les enfants seront plus gentils, a-t-il demandé. Je pense que oui. Et mon grand, une partie de ce que tu entends sur maman et moi, c'est compliqué. Mais j'ai besoin que tu saches quelque chose. J'ai attendu qu'il me regarde. Je t'aime. Ça ne changera jamais. Peu importe ce que les autres disent. Je t'aime aussi, papa. Il m'a serré dans ses bras. Quand est-ce que je pourrai voir maman? Bientôt. On est en train de régler ça. C'est que je ne lui ai pas dit, c'est que les visites supervisées de Victoria ne commençaient pas avant 2 semaines, que le superviseur serait un travailleur social désigné par le tribunal, qu'elle n'aurait que 4 heures chaque dimanche et seulement si elle passait un test de dépistage de drogue d'abord. Le lendemain, j'ai reçu un appel de l'avocat de Blake. Il voulait me rencontrer. J'ai failli refuser, mais Andrew m'a conseillé de l'écouter. Nous nous sommes rencontrés dans un café du centre-ville. Blake avait une mine affreuse, mal rasée, les yeux creux, portant une chemise froissée. Il avait vieilli de 10 ans en 2 semaines. Je coopère avec le FBI, a-t-il dit sans préambule. Je fournis tout ce que j'ai sur les comptes offshore de Victoria, la fraude aux dépenses, tout. Pourquoi me dis-tu ça? Parce que tu devrais savoir ce que j'ai trouvé d'autre. Il a fait glisser un dossier sur la table. Des messages textes entre Victoria et un autre type. Ça a commencé il y a environ 6 semaines. Un certain Trevor de sa salle de sport. J'ai fixé le dossier. Je n'y ai pas touché. Elle prévoyait déjà de me larguer, a continué Blake amèrement. Comment as-tu obtenu ça? Elle gardait tout sur un ordinateur portable. Quand j'ai réalisé ce qu'elle faisait, j'ai copié le disque dur. Il a ri. Un rire creux et brisé. J'ai pris le dossier. Est-ce que c'est authentifié? Mon avocat les a vérifiés. Ils sont recevables. Blake s'est levé. Il est sorti. Je suis resté assis là avec le dossier, pensant au schéma de Victoria, toujours à la recherche de la prochaine meilleure chose, du prochain avantage, de la prochaine cible. Je n'avais été que sa plus longue arnaque. Andrew a déposé les nouvelles preuves cet après-midi-là. Le juge n'allait pas apprécier de découvrir que Victoria avait un autre partenaire adultère pendant que la première liaison était en cours de jugement. Ce soir-là, Dylan m'a de nouveau posé des questions sur sa mère. Je lui ai dit la vérité en termes qu'un enfant de 8 ans pouvait comprendre. Parfois, les adultes font des erreurs, des grosses erreurs, et ces erreurs ont des conséquences. Ta mère a fait des choix qui ont blessé beaucoup de gens. Maintenant, elle doit faire face à ce qu'elle a fait. Est-ce qu'elle ira en prison? Je ne sais pas, mon grand. Peut-être. Il a réfléchi à cela. Je l'aime toujours. C'est normal. Tu as le droit de l'aimer et d'être déçu par elle en même temps. Es-tu déçu par elle? J'ai regardé mon fils, son visage sérieux et ses articulations éraflées pour m'avoir défendu à l'école. Oui, je le suis. Mais je suis fier de toi. Tellement fier. Il a souri. Et à ce moment-là, j'ai su que quel que soit l'enfer que Victoria nous avait fait traverser, Dylan s'en sortirait. Parce qu'il avait un parent qui était présent, un parent qui disait la vérité. Et parfois, c'est suffisant. L'audience de divorce était prévue pour un vendredi matin. Je portais un costume, j'ai apporté 3 classeurs de documentation et je me suis assis à côté d'Andrew tandis que Victoria et son avocate prenaient la table opposée. Elle semblait plus petite, en quelque sorte, plus mince. La confiance qu'elle portait autrefois comme une armure avait été arrachée, laissant quelqu'un que je reconnaissais à peine. La juge Reynolds a examiné les dossiers pendant 10 minutes avant de lever les yeux. C'est l'un des cas de fraude conjugale les mieux documentés que j'ai vus en 20 ans sur ce banc. Elle a regardé Victoria. Madame Carter, votre avocate vous a informé des preuves contre vous. L'avocate de Victoria, une femme nerveuse nommée Hoffman, a hoché la tête. Oui, votre honneur. Nous sommes prêts à négocier les termes.
Négocier? La juge Reynolds a haussé un sourcil. Madame Carter a commis une fraude prouvable, un adultère et un complot en vue d'un enlèvement parental. Que négocions-nous exactement? Votre honneur, ma cliente reconnaît que des erreurs ont été commises. Des erreurs? L'a coupé la juge. Elle a volé plus de 300 000 € d'un compte commun. Elle a facturé frauduleusement des opérations de chirurgie esthétique à l'assurance de l'entreprise. Elle a maintenu des comptes offshore tout en prévoyant de fuir le pays avec un enfant qui n'est pas biologiquement le sien. Ce ne sont pas des erreurs. Ce sont des crimes. Victoria a finalement parlé, sa voix faible. Je n'ai jamais voulu blesser personne. La juge Reynolds l'a regardé par-dessus ses lunettes de lecture. Ce que vous vouliez est sans importance. Ce que vous avez fait est documenté, prouvable et indéfendable. Elle s'est tournée vers moi. Monsieur Carter, vous demandez la garde exclusive de l'enfant mineur, Dylan Carter. Oui, votre honneur. Malgré le test de paternité ne montrant aucune relation biologique, Dylan est mon fils de toutes les manières qui comptent. Je l'ai élevé depuis sa naissance. Je suis le seul parent stable qu'il ait connu. La juge a hoché la tête. Le tribunal est d'accord. La garde exclusive est accordée à Dane Carter. Victoria Carter aura un droit de visite supervisé de 4 heures par mois, sous réserve de l'achèvement du suivi psychologique ordonné par le tribunal et du respect de toutes les exigences de l'enquête sur la fraude. Le sanglot de Victoria était audible. Son avocate a posé une main sur son bras. De plus, a poursuivi la juge, tous les biens matrimoniaux, y compris la résidence au 4782 Oakmont Drive, sont attribués à Monsieur Carter en compensation du vol et de la fraude documentée. La demande de Madame Carter à toute partie des Copac Solutions ou de ses entités accessoires est rejetée. Elle est condamnée à rembourser les fonds volés dans les 90 jours ou à faire face à des poursuites pénales. Votre honneur, a essayé l'avocate Hoffman, ma cliente n'a pas les ressources pour. Alors elle aurait dû y penser avant de les voler. La juge Reynolds a frappé son marteau. La séance est levée. Madame Carter, vous avez de la chance que le procureur n'ait pas encore porté plainte. Je vous suggère de coopérer pleinement à leur enquête. Nous nous sommes levés. Victoria a essayé de s'approcher de moi, mais son avocate l'a retenue. Je suis sorti avec Andrew, sans regarder en arrière. Sur le parking, Andrew m'a serré la main. Tu as tout gagné. J'ai perdu un mariage. Tu as perdu un mensonge. Tu as gagné ton fils, ton entreprise et ton intégrité. Ce n'est pas rien. Il avait raison. J'ai conduit jusqu'à la nouvelle école de Dylan pour le récupérer. Il a couru vers la voiture, souriant, me racontant le projet scientifique qu'il avait commencé. Papa, on peut prendre une pizza ce soir? Absolument. Et on peut commencer à construire ce robot ce week-end? Tu peux compter dessus. Alors que nous rentrions à la maison, Dylan a posé la question que j'attendais. Tu as vu maman aujourd'hui? Oui. Au tribunal. Est-ce qu'elle va bien? J'ai réfléchi à la façon de répondre. Elle fait face aux conséquences de ses choix. C'est difficile pour elle, mais c'est ce qui doit arriver. Est-ce que tu l'aimes toujours? Je l'ai regardée dans le rétroviseur. J'aime celle que je pensais qu'elle était. Mais cette personne n'a peut-être jamais vraiment existé. Il a hoché la tête, digérant cela avec le sérieux que seuls les enfants peuvent avoir. Je suis content de rester avec toi. Moi aussi, mon grand. Moi aussi. Ce soir-là, après que Dylan se soit endormi, je me suis tenu dans mon nouveau bureau à domicile et j'ai regardé les certificats de brevet encadrés sur le mur. 15 ans de travail, des innovations qui survivraient à n'importe quel mariage, à n'importe quelle trahison. Victoria avait essayé de tout prendre. Au lieu de cela, elle avait tout perdu. Non pas parce que j'étais cruel, mais parce que j'ai refusé d'être une victime. J'ai arrêté de réagir et j'ai commencé à planifier. J'ai arrêté d'espérer qu'elle changerait et j'ai commencé à documenter ce qu'elle était. Et quand le moment est venu, j'ai démantelé son monde avec la même précision que j'utilisais pour concevoir des matériaux durables. Elle avait sous-estimé le chimiste discret. C'était son erreur fatale. Parce que discret ne veut pas dire faible. Cela signifie simplement que j'écoutais pendant qu'elle parlait. Et tout ce qu'elle a dit, tout ce qu'elle a fait, je l'ai utilisé pour construire le dossier qui l'a détruite.
L'immeuble de bureau de Richard Drummond a été mis sur le marché 3 semaines après la finalisation du divorce. Je suis passé devant un matin en allant à Frost Industries, j'ai vu le panneau à vendre et je n'ai rien ressenti. Pas de satisfaction, pas de vengeance, juste la reconnaissance silencieuse que certaines choses ne peuvent pas être sauvées. Andrew a appelé cet après-midi-là. Victoria est poursuivie en justice. Fraude électronique, fraude à l'assurance et complot en vue d'un enlèvement parental international. Le procureur a offert un accord de plaidoyer, 3 ans, avec possibilité de libération conditionnelle dans 18 mois. L'a-t-elle accepté? Son avocate l'examine. Un procès signifierait 7 à 10 ans si elle est condamnée. Elle n'a pas beaucoup de choix. J'ai pensé à cela. Victoria en prison, la femme qui organisait des galas de charité et présidait la Junior League, portant maintenant une combinaison orange. Une partie de moi avait pitié d'elle. Une très petite partie. Et Blake? Témoin coopératif. Il obtiendra l'immunité si son témoignage tient la route. Il déménage en Oregon. Pour tout recommencer. Au moins quelqu'un essayait de se reconstruire. C'était plus que ce que Victoria faisait. Dylan a commencé sa nouvelle école le lundi suivant. Mountain View Academy. Des classes plus petites, un meilleur programme de sciences, des enfants qui ne savaient rien de son drame familial. Je suis entré dans sa classe ce premier matin. Nerveux, ai-je demandé. Un peu. Il a levé les yeux vers moi. Et s'il me pose des questions sur maman? Dis-leur la vérité. Tes parents sont divorcés. Tu vis avec ton père. C'est tout ce que les gens ont besoin de savoir. Son professeur, Monsieur Harrison, nous a accueillis à la porte. Jeune, enthousiaste, planifiant déjà une unité de robotique que Dylan adorerait. Ils ont commencé à parler de circuits imprimés, et j'ai su qu'il irait bien. Ce soir-là, Nathan Frost m'a invité à dîner. Sa maison dans les collines, tout en verre et en acier, avec des vues imprenables. Sa femme, Elisabeth, était avocate spécialisée en brevets. Intelligente, drôle et sincèrement intéressée par mon travail. Le polymère biodégradable de Dane est révolutionnaire, lui a dit Nathan. Nous recevons déjà des demandes de grands distributeurs alimentaires. Je ne fais que créer les matériaux, ai-je dit. Tu les rends rentables. Les partenariats fonctionnent lorsque les deux parties apportent de la valeur, a répondu Nathan. Richard n'a jamais compris cela. Il pensait qu'il te rendait service en te laissant travailler. Il n'a pas réalisé que tu étais toute la proposition de valeur. Au dessert, Elisabeth a posé des questions sur Dylan. Je lui ai parlé de la nouvelle école, du projet de robotique, du lent processus de guérison. Les enfants sont résilients, a-t-elle dit. Tu réussis. Elle a souri. Nathan m'a parlé de la bataille pour la garde. Ce que tu as fait pour ce garçon, te battre pour lui-même après le test ADN. C'est ça, être un vrai parent. Plus tard, en rentrant, j'ai pensé à cela. Être un vrai parent. Être présent chaque jour, dire la vérité, protéger son enfant des retombées des erreurs des adultes. Dylan dormait déjà quand je suis rentré. J'ai vérifié s'il allait bien, je l'ai regardé respirer paisiblement, et j'ai senti le poids des derniers mois commencer enfin à se lever. Victoria avait pris beaucoup de choses, ma confiance, mon argent, des années de ma vie. Mais elle n'avait pas pris ce qui comptait le plus. Dylan était en sécurité. Mon travail prospérait. Et j'avais appris que la force tranquille bat la manipulation bruyante à chaque fois. Certaines batailles se gagnent en se battant. D'autres se gagnent en refusant d'être détruits. J'avais fait les deux. 14 mois après le divorce, je me tenais dans le gymnase de la nouvelle école de Dylan, le regardant participer à la foire scientifique régionale. Son projet, un système de filtration d'eau biodégradable, était ambitieux pour un enfant de 9 ans. Nous y avions travaillé ensemble pendant 3 mois. Les juges lui ont décerné la 2e place. Il a couru vers moi, la médaille rebondissant sur sa poitrine, un grand sourire aux lèvres. « Papa, tu as vu ? 2e place. » J'ai vu. Je suis tellement fier de toi. On peut aller manger une glace pour fêter ça? Absolument. Nous sommes allés au même glacier où nous allions depuis qu'il avait 3 ans. Dylan a pris sa boule habituelle, pâte à biscuits aux pépites de chocolat. J'ai pris un café.
Nous nous sommes assis dehors sous le soleil de printemps et il m'a raconté tout ce que les juges avaient dit sur son projet. Monsieur Harrison pense que je devrais le présenter au concours de l'État. Alors nous travaillerons à l'améliorer. Le rendre encore meilleur. Il a léché son cornet pensivement. Papa, je peux te demander quelque chose? Bien sûr, mon grand. Tu penses que maman est fière de moi? J'ai choisi mes mots avec soin. Je pense qu'elle t'aime, et je pense que où qu'elle soit, quoi qu'elle traverse, elle sait que tu es un enfant incroyable. Victoria en était à 6 mois de sa peine dans un établissement à sécurité minimale au Nevada. Elle avait écrit 2 fois à Dylan. Des lettres courtes, disant surtout qu'elle était désolée et qu'il lui manquait. Dylan avait répondu une fois. Je n'ai insisté dans un sens ni dans l'autre. Tu penses que je la reverrai? Probablement. Quand elle sortira, si elle reste sobre et suit les règles du tribunal, tu pourras avoir des visites. Est-ce que ce serait d'accord pour toi? J'ai regardé mon fils, son visage sérieux et ses yeux inquiets. Dylan, tu as le droit de nous aimer tous les deux. Ce qui s'est passé entre ta mère et moi ne change pas le fait que tu es aussi son fils. Si tu veux la voir un jour, je te soutiendrai. Il a hoché la tête, soulagé. Merci, papa. Ce week-end-là, j'ai dîné avec quelqu'un de nouveau. Rachel, une ingénieure en environnement que j'avais rencontrée par l'intermédiaire de Nathan. Elle concevait des systèmes de récupération d'eau pour l'agriculture. Intelligente, drôle et d'une honnêteté rafraîchissante. Nous nous voyons depuis 2 mois. Rien de sérieux pour l'instant, mais quelque chose avec du potentiel. Dylan l'avait rencontrée une fois, brièvement, quand elle était passée déposer des documents de recherche. Il avait donné son approbation dans la voiture par la suite. Elle est gentille. Et elle a ri à ma blague scientifique. Un grand éloge de la part d'un enfant de 9 ans. Rachel et moi avons parlé de travail, de son projet en Arizona, de mes plans d'expansion avec Frost Industries. Puis elle a posé des questions sur Dylan. Comment s'adapte-t-il? Mieux. La nouvelle école était la bonne décision. Il se fait des amis. Ses notes sont bonnes. Et il ne porte plus les jugements des autres. Et toi? Comment t'adaptes-tu? J'ai réfléchi à cela. Je vais bien. Mieux que je ne l'ai été depuis des années, en fait. C'est étrange. J'ai traversé l'enfer, perdu un mariage, mené une bataille pour la garde, vu quelqu'un que j'aimais imploser, mais je suis sorti plus fort. Ce n'est pas étrange. C'est de la croissance. Elle avait raison. J'avais passé tant d'années à essayer de maintenir ensemble quelque chose qui était déjà brisé. À essayer d'être assez pour quelqu'un qui n'était jamais satisfait. À essayer d'ignorer les signes avant-coureurs parce que j'avais pris un engagement. Maintenant, j'étais libre. Libre de construire quelque chose de réel. Avec Dylan, avec mon travail, et peut-être un jour avec quelqu'un qui valorisait réellement ce que j'apportais. Nous nous sommes dit bonne nuit devant le restaurant. Pas de pression, pas d'attente, juste 2 personnes qui essayaient de savoir s'il y avait quelque chose qui valait la peine d'être exploré. En rentrant, j'ai pensé au chemin parcouru depuis ce matin où Victoria était rentrée puant le parfum de quelqu'un d'autre jusqu'à aujourd'hui. 14 mois de documentation, de batailles juridiques, de restructuration d'entreprise et de reconstruction. J'avais perdu une femme, mais je m'étais retrouvé. Perdu une entreprise, mais en avais construit une meilleure. Perdu l'illusion d'une famille parfaite, mais gagné la réalité d'être un vrai père. Dylan dormait sur le canapé quand je suis rentré. Un manuel de chimie ouvert sur sa poitrine. Je l'ai porté jusqu'à son lit, je l'ai bordé et je suis resté un moment dans l'embrasure de la porte. Je t'aime, papa, a-t-il marmonné à moitié endormi. Je t'aime aussi, mon grand. Dans mon bureau, j'ai regardé le mur de brevet. 17 maintenant, avec 3 autres en attente. Chacun représentait un problème que j'avais résolu, un défi que j'avais surmonté, une façon de rendre quelque chose meilleur qu'il ne l'était auparavant. C'est ce que je faisais. J'identifiais ce qui était cassé et je le réparais. Parfois, la chose cassée était une chaîne de polymère. Parfois, c'était une vie. Victoria avait pensé qu'elle pourrait me briser, tout prendre et me laisser sans rien. Elle avait eu tort. Parce qu'elle n'a jamais compris que je n'avais pas besoin de son entreprise, de son argent ou de sa validation.
J'avais besoin de savoir que je m'étais battu pour ce qui était juste. Protéger mon fils. Construit quelque chose de durable. Et j'avais fait les trois. La boussole était dans le tiroir de mon bureau. Je la gardais non par sentimentalité, mais comme un rappel. Un rappel que j'avais toujours connu ma direction. Même quand tout le monde était perdu. Le Nord. Toujours le Nord. Vers la vérité, vers l'intégrité, vers la vie que je méritais. Et j'étais enfin arrivé.